Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Alors nous avons intitulé cette nouvelle livraison du Cercle Polar Valeurs sûres, parce qu'effectivement, en politique aujourd'hui, la mode c'est au changement, au rajeunissement, au renouvellement des têtes, au dégagisme. Et heureusement, en littérature, c'est un univers moins violent. Et les plus anciens, et là en particulier les trois dont nous allons vous parler, sont toujours en marche, bon pied, bon oeil. Alors, on va parler de Fred Vargas, on va parler de Hugues Pagan, on va parler de Tito Topin. Vous les connaissez certainement, mais évidemment, vous vous posez la question, alors, il est comment le nouveau Vargas? Et c'est la question que je vais poser à Christine Ferniaud. Directement comme ça? Non, on va Bonjour dire Michel. un mot. On va dire un mot de Fred Vargas. Oui. Pas long, parce que tout le monde la connaît quand même. Non, c'est vrai. Puis on la lit depuis effectivement un certain nombre d'années. Et c'est un peu... vous parliez de livraison, mais c'est vrai que la livraison Vargas, c'est un peu celle qu'on attend tous les 2-3 ans, en fonction de son envie, voilà. De ce qu'elle voit au plafond la nuit, en voilà. se disant qu'est-ce que je suis en train d'imaginer, et puis le lendemain matin de se mettre à écrire. J'aime bien son histoire, toujours cette histoire qu'elle raconte, ce côté un peu conte de fées. La nuit, je vois des choses, et si ça reste le matin... Voilà. Eh bien, et elle se dit à un moment, c'est sûrement cette histoire-là qu'il faut que je raconte. Alors, elle a commencé en 1986, le premier, Les Jeux de l'amour et de la mort. Puis il y a eu L'homme à l'envers, un peu plus loin sur la droite, Part vite et revient tard, Un lieu incertain, L'armée furieuse, L'homme au cercle bleu. Alors voilà, tout le monde la connaît, elle a un immense succès, très mérité. Et là, on va retrouver dans son nouveau roman qui s'appelle Quand sort la recluse, chez Flammarion, Adamsberg, Jean-Baptiste Adamsberg. Alors on l'avait laissé en Islande, dans Temps glaciaire. Qui était un très très bon livre aussi. Voilà. Avec ce côté comme ça glacé, effectivement. Exactement. Il est perdu. Enfin, il est toujours un peu perdu. Il est toujours dans les brumes. Et là, en l'occurrence, le premier chapitre, il y est encore et il va rentrer à Paris, où il va retrouver toute sa bande habituelle. Alors, Danglars, par exemple, le pic de la Mirandole, il sait tout. En plus, il est hypermnésique, donc on ne peut jamais le coller. Violette Retencourt, très utile, 1,85 m, 110 kg. Oui, une solide. La boule aussi, le chat qui est toujours bien au chaud dans la tiédeur, là sur la photocopieuse. D'ailleurs, personne ne fait de photocopie pour ne pas déranger le chat. Et puis il y a celui qui est passionné dictyologie, et puis il y a l'hypersomniaque, etc. Il y a tout un petit monde comme ça qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Et cette fois-ci, au centre de l'histoire, c'est, alors je vais sans doute me planter dans la prononciation, c'est l'Oxellès rufescens. Et c'est une araignée. C'est une araignée a priori très farouche, toujours planquée, c'est pour ça qu'on l'appelle la recluse. Non piquante, surtout. Théoriquement non piquante. Or, voilà que 3 vieillards, l'un après l'autre, dans un temps très resserré, du côté de Nîmes, meurent de la piqûre de la recluse. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Vargas, Christine? C'est drôle parce que quand je vous entends raconter l'histoire, je me dis, finalement, les histoires de Fred Vargas, on pourrait penser que c'est hyper organisé, structuré, et que, voilà, il y a une histoire d'araignées. Alors, elle a sûrement plein d'araignées au plafond, Fred Vargas, c'est ça qui est bien. Et ses personnages aussi. Des histoires d'araignées, des histoires de piqûres, des meurtres. Et puis, c'est jamais ça avec elle. C'est une espèce de départ un peu fou avec des personnages qu'on retrouve toujours un peu identiques, un peu, enfin, après, j'allais dire un peu pire, mais l'expression n'est pas bonne. De plus en plus fou autour d'Adamsberg, qui lui-même est toujours extrêmement brumeux. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre en me disant que ceux qui n'ont jamais lu Vargas, je me demande s'il y en a encore, mais s'il y en a, il faut lire celui-ci parce qu'il est totalement représentatif et il pousse à l'extrême toutes les qualités ou tous les défauts pour d'autres de Fred Vargas. Il est parfaitement l'univers de Vargas avec les personnages, des histoires fumeuses, mais ça n'a aucune importance. Son côté archéozoologiste qui est sa formation et qu'on retrouve parce qu'elle aime bien quand même rentrer comme ça dans la peau de ces bestioles, de ces mondes, de cette société qui est à la fois celle d'hier et d'aujourd'hui. Une écriture et puis
ce que nous aimons tous les deux, c'est-à-dire ce jeu sur les mots. Voilà, c'est ça. Les mots, voilà, les mots, voilà. Finalement, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a ce jeu en permanence sur la logique, c'est-à-dire qu'il y a en apparence des logiques très, très fortes, mais c'est jamais des logiques linéaires, ce sont toujours des logiques ondoyantes et qu'elles poussent toujours jusqu'à l'absurde. Alors, c'est d'ailleurs la spécialité d'Adamsberg, ce qui fait que c'est extrêmement drôle, en fait, c'est extrêmement subtil. Et puis les mots. Et là, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle a d'abord le chic pour faire de la poésie avec des mots qui viennent de lexiques ultra techniques. Donc, a priori, on n'imagine pas la poésie avec ça. Et ça, elle fait ça magnifiquement. Et puis alors, en fait, toute l'enquête, là, cette fois-ci, ça va partir de la recluse. Alors, le recluse, c'est polysémique. Au départ, c'est une araignée, mais ça renvoie à plein d'autres choses. Mais oui. Et alors, il faut pas d'ailleurs révéler la suite. Mais par exemple, elle fait un jeu avec... elle installe des mots qui sont des mots très rares, dont peu de gens connaissent la signification. Puis, elle en fait une espèce de gimmick. Par exemple, étoque. Elle l'installe assez vite dans le roman. Le mot étoque, en fait, ce sont des rochers immergés sur lesquels les bateaux, c'est plutôt, je pense, breton peut-être, ou sur lesquels les bateaux viennent, ou nordiques, sur lesquels les bateaux viennent s'échouer. Et une fois qu'elle l'a installé, que le lecteur a donc, voilà, étoque, en fait, étoque revient. Et par exemple... mais oui, exactement. Et un peu plus loin, par exemple, il y a une réunion de tout son staff là, d'Adamsberg pour parler de l'affaire et il dit donc nous butons là sur un étoque particulièrement vicieux. Ah, voilà. Mais c'est vraiment... Mais je pense que c'est en fait, Fred Vargas, elle écrit des contes de fées, quoi. Ouais. Elle dit que c'est des romans policiers ou même pas, des rom-pol et tout ce qu'elle veut. Mais elle écrit des contes et elle nous... vous savez, je ne sais pas si vous lisiez ça quand vous étiez petit, mais il y avait Contes et légendes de... Oui. Et en fait, Contes et légendes de Fred Vargas, c'est ça. Et d'ailleurs, là, ça joue sur des légendes comme le précédent, Temps glaciaire, comme l'Armée furieuse et tout. Moi, j'ai bien aimé Blaps aussi. Je ne savais pas ce que c'était que les Blaps. Alors, c'est une espèce de gros coléoptères ventrus, paraît-il, qui sent très mauvais. Moi, je n'ai jamais été confronté à un Blaps, peut-être vous, non? Vous connaissez les Blaps? Très souvent, mais j'imagine très bien tous les spécialistes de la langue, tous les philologues doivent être des obsédés de Vargas. Il faut qu'ils lisent ça. Ah bah bien sûr. Et alors là, les Blaps, en fait, elle va en faire à partir de ça un nom commun pour dire pour les méchants. En fait, ils vont s'attaquer à une bande de violeurs plutôt épouvantables. Bon, on n'en raconte pas plus, non, mais c'est les Blaps. Alors finalement, on peut dire ça maintenant. Quand on a des gens qu'on n'aime pas, mais dans la vie, on en rencontre toujours, passer les Blaps, c'est une bonne idée. Oui, ça ressemble un peu au personnage de la Guerre des Étoiles par moments, des noms comme ça un peu étranges. Enfin, c'est bien. La Garbure aussi, vous aimez bien la Garbure? Oui, mais ça, bon... Vous connaissiez la Garbure? Enfin, on voit bien que vous ne faites pas la cuisine tous les soirs. Au Béarn, voilà, c'est ça. Avec le gimmick qu'elle fait. Alors, la Garbure, oui, c'est bon, mais il faut aimer le chou. Et ça revient comme dans Molière, mais qu'allait-il donc faire dans cette galère, le comique de répétition? Je pense que ceux qui n'aiment pas Vargas détesteront ce livre et ceux qui l'aiment l'adoreront. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui le découvrent, découvriront ce livre-là avec enchantement. Oui, oui. Voilà, quand sort La Recluse chez Flammarion, donc voilà une valeur sûre qui continue de bien tenir son rang. Alors j'aimerais bien que vous puissiez participer à la discussion, poser des questions, vous faire des mails. Malheureusement sur l'écran qui m'envoie théoriquement les questions, je n'ai plus du tout ça. Il y a plein de dessins. Oui, en fait, j'ai toutes les applications de Apple, donc je ne sais pas si on peut faire quelque chose, parce que pour l'instant, nous, on ne peut pas voir les questions, mais bon, vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre. En attendant, on va parler d'un deuxième livre. Là aussi, ce n'est pas un petit nouveau, Hugues Pagan, qui publie un nouveau livre qui s'appelle Profil perdu chez Rivage. Hugues Pagan, c'est vraiment un grand nom du polar français, mais on n'avait plus de nouvelles de lui depuis 1997, en fait. Tout à fait, et c'est vrai qu'il s'était... Je trouve que le titre Profil perdu lui va très bien, parce que c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Il était parti vers la télévision, vers le cinéma, vers le scénario. Il n'arrivait plus trop à écrire... pour reprendre vraiment le plaisir de l'écriture du roman. Et là, il revient. Ce qui est amusant, c'est qu'il revient avec un livre qui est daté 1979, avec un personnage, et ce n'est pas révélé grand-chose que de dire que Schneider, le personnage, il l'a tué dans un livre précédent. Donc c'est un
préquel, Ouais. si on peut dire. Mhm. Et son personnage est typiquement 1979. C'est-à-dire qu'on a. Tout le roman, Est-ce toute que, l'ambiance. est-ce qu'on se demande s'il il avait déjà écrit quelque chose à cette époque-là et qu'il l'a repris à cette occasion, ou est-ce qu'il il a écrit complètement ce livre en se souvenant de cette époque avec ses histoires de flics, en fait, ses souvenirs C'est ça, de vrais exactement. policiers, puisqu'il le fut. Exactement. Alors, comme Ah, l'écran. voilà, on a dans le studio un magicien qui s'appelle Basile Lemaire et qui a tout remis en ordre. Donc là, je peux parler, et c'est heureux, à Delphine qui nous écoute. Bonjour Delphine, et qui nous dit: j'attends toujours le rendez-vous avec Adamsberg. Donc dans la liste des achats, on peut lui Ah oui, dire. en numéro 1 même. C'est un excellent achat, voilà. Et Marilyn, quand sort La Recluse, je l'ai acheté hier et je vais le commencer aujourd'hui. Bon voilà, le succès du nouveau Vargas. Ils sont tous d'accord avec nous, c'est oui, merveilleux. c'est ça, c'est bien. En fait, c'est une communauté, le Cercle Polar, et on partage certainement beaucoup de goûts en commun. Alors donc, Hugues Pagan, profil perdu. Effectivement, on retrouve l'inspecteur Schneider. C'est un ancien d'Algérie. C'est fatigué, une sorte hein. de loup solitaire. Il est silencieux. Il est habité de souvenirs terribles, donc de fantômes qui trimballent avec lui en permanence. C'est un écorché vif. Et là, en fait, il va y avoir deux histoires en parallèle. D'abord, il va essayer d'enquêter parce que assez vite, au début du livre, il a un collègue des stupes qui est abattu, en fait, à bout portant. Et puis, une rencontre amoureuse avec une femme, Cherokee. Mais en fait, ce roman, c'est d'abord un roman d'amour. Oui, et puis, finalement, c'est un peu comme Fred Vargas, la tension ce ne sont pas des thrillers, hein, ça c'est sûr. On est plus intéressé par des personnages qui avancent dans la vie, qui reculent, qui souffrent, que par vraiment une histoire hyper tendue. Et c'est vrai que c'est une histoire d'amour entre Schneider et Cherokee, une histoire de perte, de disparition, d'épuisement, de fatigue, d'hommes qui sont sur Terre et qui souffrent, mais en même temps, moi j'aime bien parce que ça ne tire pas les larmes, c'est émouvant, mais c'est jamais... c'est très émouvant quand même. On ne se met pas... non, bien sûr. On pleurniche pas, bien sûr. Mais il y a une souffrance et il y a une oui, émotion, oui. Et puis ce dont il faut parler, c'est une écriture. Voilà. Une écriture voilà. poétique, tendue, avec... sans hésitation, les subjectifs ne lui font pas peur, les adjectifs non plus. Oui, c'est à la fois poétique et tendu, c'est pas si facile à obtenir. Il y a une phrase de mémoire, parce que là, je ne l'ai pas noté, pourtant je me fais des fiches, et je n'ai pas été fichu de le noter, mais il dit en fait, les vivants comme les morts ont droit à l'oubli. Et je pense que ça résume assez bien le ton de ce roman. Il y a quelque chose de désespéré, et en même temps, c'est profondément humain. Donc, effectivement, ça touche beaucoup. Et il joue, dans son écriture, vous avez raison, c'est très épuré, il a un sens des dialogues, c'est vraiment une très belle écriture. C'est sans doute un des plus grands stylistes du polar français, mais il y a quelque chose de... Il y a une part, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je trouve qu'il y a une part de romantisme en fait dans ce oui, roman. D'ailleurs comme lui, enfin, quand on le voit dans des festivals ou quand on l'écoute parler, il a ce côté un peu romantique, chemise blanche, l'œil un peu perdu. Et ce livre-là, il est particulièrement... J'avais gardé un souvenir très très fort de La mort dans une voiture solitaire, Dernière station avant l'autoroute, qui étaient des livres magnifiques. Donc on s'inquiète toujours un peu de voir revenir 20 ans après un auteur qu'on a beaucoup aimé. Et ce sont des retrouvailles parfaites. Oui. Donc, oui. Et alors, tout à l'heure, vous disiez, c'est vrai qu'il n'y a pas les ressorts, un peu les ficelles habituelles du polar avec des rebondissements, tout ça. Ça, il n'y a pas de rebondissement. Mais on tourne les pages. Parce qu'en fait, on s'attache, voilà, c'est ça, je crois, le truc. On s'attache tellement à ces personnages qu'on tourne les pages parce qu'on veut savoir ce qui va leur arriver, on veut voir comment ils réagissent. En fait, c'est les émotions qui sont les rebondissements de son livre. Et c'est quelque chose qui atteint profondément le lecteur, je crois, qui touche à l'âme, en fait. Ouais. C'est vraiment du roman noir, avec ce monde aussi qui tourne autour, parce que c'est en 1979, mais c'est réellement dans une époque donnée, à un moment donné,
avec des personnages d'une charnelle. Ouais. Donc c'est bien, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, bah, écoutez, Hugues Pagan, je pense qu'on peut en conseiller largement la lecture. On espère d'ailleurs que ben, maintenant, puisqu'il travaille moins sur des séries comme il l'a fait à un moment donné, on espère qu'il va revenir au roman et qu'on en aura bientôt d'autres. Oui, et puis il a tous nos encouragements. Visiblement, il ne peut pas résister là. Oui, c'est ça, exactement. Et puis on va parler d'un troisième, alors là aussi c'est une valeur sûre, c'est pareil, c'est pas un petit nouveau, Tito Topin. Alors Tito Topin, quel bonheur de le revoir. Voilà, on est très heureux de le relire. Alors lui, il est écrivain, il est scénariste, il est illustrateur, il est graphiste, il a d'ailleurs commencé par l'illustration et le graphisme. Il a travaillé dans la publicité, et notamment au Brésil pendant pas mal d'années. Oui, c'est un curieux personnage il a dans fait sa beaucoup de vie choses. comme dans son œuvre. Voilà, il a rencontré Jean-Yann, il y a eu une amitié avec Jean-Yann, ils ont fait des BD ensemble, etc. Il a été le créateur, alors c'était en 1989, finalement ça fait déjà un petit moment, de la série Navarro, qui a eu un succès énorme, ça l'a occupé complètement, il n'écrivait plus de romans. Oui, parce qu'il en était à la fois le Hanin. Créateur, le directeur de collection et souvent le scénariste en chef. Ouais. Donc il était très occupé. On pouvait craindre d'ailleurs que la télévision et le scénario puissent lui enlever cette espèce de fantaisie incroyable qu'il avait dans les années 80 avec un livre comme 55 de fièvre, qui était formidable. Prix Mystère de la critique. Et qui était ce genre de livre qu'on ne peut pas adapter là, parce qu'il se passait tellement de choses, il y avait des ponts qui sautaient, il y avait des situations incroyables. Et il n'a rien perdu de cette folie, de cette fantaisie, de cet imaginaire, alors que les années passent, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Alors là, ça s'appelle L'exil des mécréants. Alors pour mettre en scène peut-être le livre, je vais vous lire le début de la page 113. Alors, ça ne va pas être très long, mais ça donne bien l'idée du livre. Sous l'impulsion des réformés aux États-Unis, des catholiques au Vatican, des juifs en Israël, des sunnites en Arabie saoudite, des chiites en Iran, les États, lassés des guerres interconfessionnelles, ont décrété d'une seule voix que l'ennemi n'était pas celui qui pratiquait une autre religion que la leur, mais celui qui n'en avait aucune. Ainsi, la foi devenue obligatoire, les livres saints devenus constitution, les païens, les hérétiques, les athées, les rationalistes, les libres penseurs, aussi bien que les polythéistes, tous réunis sous la dénomination de mécréants, ou de voltairiens, se sont vus pourchassés et condamnés à des peines d'intérêt religieux plus ou moins sévères selon leur degré d'impureté, ou enfermés dans des camps d'inoculation de la foi afin d'y retrouver l'esprit divin d'une des religions monothéistes ou des sectes s'y référant. Les réfractaires étaient déchus de leur nationalité, exilés, leurs biens confisqués. Alors il y a un ton qui est plutôt drôle quand on lit comme ça, mais en fait c'est glaçant ce qu'il raconte. C'est un livre absolument terrible. Et en même temps, il a cette fantaisie d'écriture qui peut faire tout passer, parce que c'est une idée formidable. Ah oui, bien sûr. C'est une idée extraordinaire, à la fois très contemporaine, et puis un peu... C'est un mélange de fantaisie et de contemporain. C'est ce retournement comme ça, effectivement, les mécréants étant les méchants. C'est extrêmement drôle. Et c'est un regard social effroyable. Et il arrive à raconter une histoire de petits groupes, donc de gens qui sont des athées, ou du moins qui essayent de faire partie de ce départ des réfugiés. C'est les réfugiés à l'envers. Oui, parce qu'en fait, le personnage principal, c'est un journaliste qui avait fait une enquête sur un cardinal soupçonné de pédophilie, etc. Donc évidemment, c'est très mal vu dans cette République qui est dirigée par le cardinal président de la République théocratique de France. Donc il part avec une ancienne amie, puis deux autres, et en fait, ils vont essayer d'aller jusqu'à Lisbonne, parce que pour l'instant, le Portugal n'est pas encore une république théocratique. Et c'est ce départ comme ça des réfugiés peu à peu acculés de plus en plus loin, au bord de l'eau, au bord du bateau, au bord de rien du tout, qui donne une espèce de tension extrêmement forte à ce livre. Et puis alors, c'est vrai que Tito Topin, on le sait, c'est effectivement quelqu'un qui a un certain âge, mais il a une écriture de jeune homme. Ouais. Une écriture qui n'a absolument pas vieilli. Il est à la fois bouleversant et piquant, drôle. Ah oui, c'est sûr. Il y a un rythme dans ce livre qui m'a paru et c'est tranchant. extraordinaire. Les dialogues sont formidables. Ah, c'est tranchant, c'est incisif. Et ce que j'aime bien, c'est l'équilibre qu'il a su faire entre les détails glaçants, parce qu'évidemment, en plus, ça résonne évidemment par rapport à l'actualité, avec la montée des identitaires, la montée des fanatiques religieux, etc.
Et en même temps, il y a tellement d'irrévérence, c'est tellement malicieux, c'est tellement drôle. Malicieux. C'est un malicieux. Ouais, c'est ça. Et c'est un malicieux sur des choses tragiques. Et finalement, je pense qu'il peut nous faire autant réfléchir avec un livre comme celui-ci que tous les essais du monde, parce que c'est cette espèce de regard à l'envers est d'une acuité incroyable. Donc malicieux et fin. Voilà. Et donc, ça s'appelle L'exil des mécréants, donc de Tito Topin, et ça paraît à la Manufacture de Livres, qui est une bonne maison là, qui publie de plus en plus de choses intéressantes dans le roman noir et chez les Français. Ben voilà, on a terminé. Mais ce qui est très très ennuyeux, ou très bien, c'est que ces 3 livres, il faut absolument les lire. Là, ben oui. Ah, puis alors attendez, on a une question. Justement, il n'y a pas beaucoup de questions. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites qui nous regardez? Est-ce que vous dormez ou quoi? Ils sont passionnés. Et il y a Lou qui nous dit sur Fred Vargas, si on veut lire un Adamsberg, vous conseillez lequel d'abord? Alors ça, c'est la question. En fait, comme Adamsberg ne vieillit pas vraiment, que les personnages autour de lui sont pas dans un cocon, mais qu'ils sont toujours présents et chaque fois un peu repeints finement, moi je trouve que quand sort La Recluse, commencer par là, c'est absolument merveilleux. Mais j'ai une petite faiblesse pour L'Homme au cercle bleu. Peut-être que c'est parce qu'au début, c'était un peu les débuts de Fred Vargas. Elle en avait écrit 2, 3 seulement et on la connaissait peu. Et c'était une telle découverte. Et je me souviens d'Adamsberg faisant le tour des arbres, comme ça, pour réfléchir sur le monde. Ça, c'est resté dans mon esprit. Et vous? Oui. Ben, je ne sais pas, parce que justement, j'ai pris la bibliographie. Temps glaciaire, c'était... Moi, j'avais surtout aimé celui encore avant, L'Armée furieuse. Oui, qui était impressionnant. Avec cette légende là, de cette armée de zombies. Là, oui, ça avait un côté très pictural. C'était très beau. Alors après, Dans les bois éternels, c'était très bien. Ça va être difficile de répondre à Lou. Hein. Et oui, alors au Lou, on pourrait lui dire, il faudrait, en fait, ils sont en poche, ils sont disponibles en poche. À la limite, on peut tous les lire. Voilà. Ah bah c'est une réponse de Normand, ça. Non, c'est pas une réponse de quelqu'un qui aime la garbure. Oui, mais il faut aimer le chou. Quand sort La Recluse, c'est vrai que là, si on n'a jamais lu de Vargas, on peut lire celui-là parce qu'il est vargasien jusqu'au bout des ongles. Ouais, vargasien, voilà, c'est un beau mot. Peut-être on essaiera un jour de la faire venir dans l'émission, Vargas, dans les semaines qui viennent pour parler de ça. On va voir, parce qu'elle n'est pas si facile à capturer, Fred Vargas. Mais c'est un peu La Recluse, elle aussi. Oui, c'est ça. On va essayer. En tous les cas, merci Christine Ferniaud. Merci Michel Abesca. On se retrouve dans 3 semaines, comme d'habitude. Avec de bons livres. Avec de bons livres, voilà. Et merci à vous de votre attention. Bonne lecture. On se retrouve dans 3 semaines. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir.